première minute est passée et donc je pense qu'on peut lancer cette session. Donc bonsoir à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver. Merci à l'ensemble du bureau du think tank et à l'équipe qui va aujourd'hui réfléchir avec vous et avec nous. Donc je suis Maurice Ayot. Je vous rappelle juste la petite présentation qui a été envoyée régulièrement donc, au titre de la Société francophone de santé numérique et de l'École de santé numérique de l'Université de Montpellier. Et donc les pénalistes sont là, les intervenants et intervenantes vont vous parler d'un sujet particulièrement important, l'évaluation de la valeur des soins distanciels, avec un certain nombre de questions, un certain nombre de sujets qui vont être soulevés. À qui profitent vraiment les outils numériques? Derrière l'innovation technologique, y a-t-il des impacts organisationnels, cliniques, humains? Et vous qui travaillez dans le domaine de la télésanté, de la santé numérique, vous vous posez la question de rechercher de nouvelles façons d'évaluer le service médical rendu et le mot valeur va prendre tout son sens. Alors, vous allez entendre des acronymes que vous connaissez certainement, VBHC, CROM, PROMS, PREMS, ou alors vous allez les découvrir. Et sans plus tarder, je vais demander à Pierre Simon de présenter un propos introductif avant de présenter nos intervenantes qui nous font le plaisir et l'honneur d'être là ce soir. Pierre, est-ce que tu veux nous donner ton point de vue sur le sujet? Voilà, merci Maurice, bonjour à toutes et à tous. Donc un sujet est en train de progresser dans la littérature internationale, puisque je vais annoncer que j'allais faire une brève revue, mais en 2 minutes. Donc ce sujet qui progresse, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine et aux États-Unis, ainsi qu'au Canada, c'est qu'il y a une déception de beaucoup de gouvernements sur les résultats de la santé numérique eu égard aux coûts euh, investis dans le domaine public. D'ailleurs, nous retrouvons en France ce constat puisque la Cour des comptes, dans ses 2 derniers rapports, souligne que, eu égard aux dépenses publiques consacrées à la santé numérique, à la télésanté, elle estime que les résultats sont vraiment très modestes. Voilà, et donc il est probablement nécessaire aujourd'hui, c'est ce que est en train de faire l'Australie en particulier, disons, de réfléchir sur la relation coût-résultat et de voir comment les patients qui doivent être au centre des soins peuvent nous aider à mieux évaluer, disons, les résultats eu égard à des coûts qui seraient mieux ciblés. J'en ai terminé, Maurice. Merci Pierre. Donc, pour apporter des éclairages sur ces questions, on va donc demander à Maria-Belén Lopez de bien vouloir peut-être se présenter tout d'abord, nous rappeler qu'elle a créé l'Institut français de la valeur en santé, qu'elle anime, qu'elle mobilise. Maria, est-ce que tu veux te présenter et puis nous faire part de tes réflexions sur la valeur santé et puis bien sûr le lien avec la santé numérique? Oui, super. Je partage mon écran, comme ça je peux enchaîner sur les différentes idées. Je On voit pense très que bien. vous voyez, ok, super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je remercie professeur Maurice Ayot et le professeur Pierre Simon de leur invitation aujourd'hui pour parler de ces sujets qui est quand même structurant. C'est l'avenir de notre système de santé avec les Value Based Care. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, l'acronyme BBHC. Euh, Ça correspond au sigle du Value Based Healthcare. Je m'appelle Maria-Belén Lopez. Je suis titulaire d'un doctorat en neurosciences que j'ai réalisé à la Pitié-Salpêtrière. Et à ce moment-là, j'avais étudié les mécanismes moléculaires impliqués dans les maladies neurodégénératives. J'ai ensuite complété ce parcours avec un MBA et là, j'ai rejoint une grande entreprise française dans leur branche d'activité santé.
Et j'ai piloté des travaux d'analyse sur différents systèmes de soins à l'échelle internationale. Donc, en allant de l'Europe au Canada, en passant par le Brésil, l'Afrique du Sud, là, l'Australie qu'on parlait, j'ai étudié aussi ces modèles. Et partout, en fait, on observe les mêmes symptômes. Donc, la désorganisation, aïe, ça passe pas mal. La désorganisation des parcours, l'épuisement des professionnels, l'inefficacité dans l'allocation des ressources. Et c'est là que je parle un peu des réflexions. C'est que la transformation des systèmes de santé est en cours à l'échelle mondiale. Ici en France, il y a de nombreux efforts aussi qu'on mène, mais il reste encore beaucoup, beaucoup à faire. Les coûts continuent à augmenter, les technologies médicales évoluent très rapidement et la complexité de la prise en charge ne cesse de croître. Et nous devons, dans ces contextes, apprendre à mieux faire ensemble. Et c'est ça, toutes ces notions, c'est comment on fait ensemble. Et c'est dans ce contexte qu'est née la notion du value-based healthcare dès le début des années 2000. Aujourd'hui, cette notion du value-based healthcare, elle s'impose comme une approche structurée et puissante pour repenser les soins et améliorer concrètement la valeur apportée aux patients. Moi, c'est lors d'une conférence à Paris en 2018 que j'ai entendu parler pour la première fois du value-based healthcare. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu un déclic en fait. Je suis allée acheter les livres de Michael Porter et d'Elizabeth Teisberg, les deux auteurs du value-based healthcare, et je les dévorais. Les value-based healthcare m'a immédiatement parlé, comme une approche rigoureuse, centrée sur le résultat des santé réels et plus sur les volumes des actes. Depuis, je me suis formée à Harvard et au Value-based Center Europe. Il y a le logo d'Harvard qui n'a pas changé, mais il est là. Euh, et je mets aujourd'hui toute cette expertise au service du terrain en tant que formatrice et consultante au sein de l'Institut français de la valeur en santé, où j'ai accompagné des établissements de santé. Je l'ai fait en Espagne avec, par exemple, l'hôpital 12 d'octobre à Madrid et aussi en France. Aussi des entreprises dans la mise en œuvre concrète du Value-based healthcare. Comment le rendre réel. Et mon objectif est de remettre les résultats qui comptent pour les patients au centre des décisions, tout en assurant une utilisation optimale des ressources. Donc, on va vraiment basculer dans ce modèle d'équité. Et dans les 15 prochaines minutes, je vous propose en fait une vue d'ensemble de ce que signifie vraiment cette transformation. Donc, nous partirons bien sûr de cette notion de mesure des résultats, que c'est la clé d'entrée de ce changement beaucoup plus vaste, avant d'élargir le regard à tous les autres leviers, notamment le rôle du numérique en santé, pour répondre à la question. Hop. Je voudrais commencer par une idée forte qui est formulée par Michael Porter et qui m'a profondément marqué. Je vais la lire avec vous. C'est des soins de qualité coûtent moins cher car ils reposent sur des diagnostics plus précis, réduisent les erreurs de traitement, limitent les complications, accélèrent la récupération, privilégient des approches moins invasives et diminuent le recours global aux soins. Être en bonne santé revient toujours moins cher que de traiter la maladie. La valeur, c'est ce que nous arrivons à apporter réellement aux patients. C'est le résultat final des soins, c'est lui qui compte vraiment. On peut les définir comme un ratio. Au numérateur, les résultats de santé obtenus et au dénominateur, les ressources utilisées pour y parvenir. Ces deux dimensions sont indissociables. Produire de bons résultats, c'est aussi souvent le meilleur moyen de maîtriser les coûts. La valeur n'est pas une logique de coût ou d'activité. C'est une logique de résultats utiles. L'autonomie, les soulagements, la qualité de vie, la compréhension du soin. Un autre constat fort décrit par Porter et Teisberg lors de leurs travaux, c'est qu'on ne transformera pas durablement la santé avec des améliorations ponctuelles. Et nous avons essayé, depuis les 20 ans que ces recherches y sont menées, beaucoup de choses. Les recommandations fondées sur les preuves, les plans d'amélioration de la sécurité, la généralisation du dossier médical informatisé, les transformations organisationnelles, des efforts de coordination. Mais ces démarches isolées ne suffisent pas à améliorer significativement la performance globale des systèmes de santé. Et on les voit un peu partout. C'est que tant qu'on continue à faire des actions une à une, cela reste toujours un peu, comme on dit, décevant pour les commentaires que Pierre Simon a introduits. Les value-based healthcare commencent pour une idée simple. Il faut un objectif commun. Et cet objectif, c'est l'amélioration de la valeur.
Quand les résultats s'améliorent et qu'ils sont obtenus avec moins de ressources, on sait qu'on avance. Quand la valeur ne progresse pas, on échoue. Et ces cadres donnent un cap clair à tous les acteurs du système. Ce qui rend en fait cette approche si mobilisatrice au niveau mondial. Et ces liens deviennent notre boussole. Et pour réussir à implémenter cette approche, Porter a proposé l'agenda de la valeur. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune de ces étapes, mais je voudrais vous les présenter rapidement aujourd'hui pour avoir une vision. Pendant longtemps, on a structuré les soins autour des hôpitaux, des spécialités ou des actes. Mais un hôpital ou un service ne peut pas être une unité de valeur. Il est beaucoup trop hétérogène, trop complexe. Les value-based care nous invitent à structurer les soins autour des conditions médicales ou des groupes de patients ayant des besoins similaires. Cela implique de penser parcours de soins plutôt que point de contact. Par exemple, ici, le diabète ne se résume pas à l'endocrinologie. Il implique des comorbidités, des complications, des dimensions psychologiques et sociales. Et comment les patients interagissent avec les différents acteurs du système. Donc, différents points de contact, ce n'est pas un parcours de soins. Un parcours de soins, c'est coordonné avec une compréhension pour les patients de qu'est-ce qui va se passer dans ces parcours. Porter et Teisberg proposent de créer des unités de pratique intégrées, ce qu'on appelle les UPI. Ce sont des équipes pluridisciplinaires dédiées à une condition médicale. Il y a une coordination forte entre les professionnels et une responsabilité partagée sur les résultats et aussi sur les coûts et les ressources nécessaires. C'est là la première transformation clé. La deuxième transformation, c'est la mesure. Il faut mesurer systématiquement les résultats de santé et les coûts sur l'ensemble des parcours, pas seulement à l'hôpital. Ces données doivent être collectées en temps réel, au plus près du patient, et utilisées pour améliorer les décisions cliniques. Lorsqu'on collecte des données uniquement au début ou en fin des traitements, on ne sait pas l'impact réel des actions que l'on mène auprès des patients. On navigue à l'aveugle, avec les meilleures des intentions, mais avec peu d'efficacité. Et il ne suffit pas... Jimmy, mais Pardon. Il ne suffit pas de mesurer uniquement les indicateurs cliniques, que c'est les CROMS, c'est Clinical Reported Outcome Measures. Il faut aussi intégrer la voix du patient à travers les PROMS, les Patient Reported Outcome Measures, et les PREMS, les Patient Reported Experience, donc l'expérience des patients. Mesurer les résultats de manière systématique pour chaque patient permet d'améliorer l'organisation des soins, de mieux coordonner les interventions entre sites et professionnels et de comprendre les coûts réels tout au long du parcours de soins. C'est cette approche globale de la mesure qui ouvre la voie à une amélioration durable de la qualité. Les étapes 3 à 5, donc là je les ai toutes listées juste parce que je vais passer très, très rapidement sur elles, incluent les modèles de remboursement et l'évolution vers des paiements groupés, c'est ce qu'on appelle en anglais des bundle payments, qui permettent de financer un parcours complet aligné sur les résultats pour les patients et non sur les actes. Donc là, ici, en France, la T2A est un pas, mais qui reste encore très centré sur des épisodes courts et hospitaliers. L'étape 4 correspond à l'intégration des sites de soins pour ne plus fonctionner en silo, où chaque acteur joue un rôle complémentaire dans un parcours cohérent. Et c'est, dans mon interprétation, c'est que les CPTS peuvent accomplir en approfondissant leurs connaissances sur le BVHC. L'étape 5 correspond à la collaboration interrégionale, où selon Porter et Teisberg, nous n'avons pas besoin que chaque territoire réinvente la rue. En partageant les expertises et les bonnes pratiques, nous pouvons mutualiser l'innovation et élever le niveau global. Un exemple en France est les centres de lutte contre les cancers, ainsi que les centres pour la HTAP, qui appliquent déjà ces principes, avec des structures ultra spécialisées et un réseau bien connecté pour accompagner les patients. Après avoir survolé ces étapes, je viens sur la dernière transformation, les systèmes d'information. Donc, il fait partie de l'agenda de Porter, toute cette partie du numérique en santé. Le numérique en santé, c'est de développer autour de la facturation, des blocs opératoires ou de la radiologie, mais pas autour d'un parcours patient. D'après l'agenda de la valeur, il nous faut une plateforme unique, interopérable, sécurisée et centrée sur les besoins cliniques et sur les résultats.
Là, il y a Verena Voltaire, l'auteur de Antanguasa, qui dit cette phrase que je trouve très, très puissante. La santé est avant tout une affaire de connexion. Les numériques les catalysent au profit des patients. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'acquérir la bonne culture numérique pour que cela devienne une réalité. Le numérique permet en effet une meilleure circulation de l'information entre professionnels, des décisions partagées et un suivi des résultats dans le temps. Les solutions qui sont proposées sont appréciées. Elles promettent un gain de temps, un gain d'argent et une grande accessibilité. Mais à lui tout seul, le numérique en santé n'est pas une solution magique. Il doit être co-construit, pensé pour les usagers réels et viser une modernisation intelligente de la santé. Moi, ça me fait toujours quelque chose quand je vois dans de nombreux CHU et établissements de santé qu'on continue à utiliser des fax pour communiquer. Les systèmes ne communiquent pas entre eux et de belles solutions restent dans les placards. La numérisation consiste à simplifier les procédures. En utilisant les dispositifs et les technologies, nous pouvons redonner du temps à la relation médecin-patient. Et pour vous parler d'un cas finalement qui est concret, qui arrive, c'est que déjà en 1925, il y a les magasins Sciences et Inventions qui présentaient un télétactile imaginaire et qui permettait de prendre la relation avec un contact à domicile. Donc cette idée-là, ça fait un siècle. La télémédecine existait aussi depuis très longtemps, mais elle n'était pas utilisée. Pendant des années, elle est restée marginale, car elle ne rentrait pas dans le cadre d'une rémunération existante. Et c'est lorsque le modèle économique a changé, notamment pendant la pandémie, qu'elle a pu démontrer sa puissance. Et on l'avait vu avec toute l'arrivée de nouvelles solutions de télémédecine dans les 4 dernières années. Mais les défis restent entiers. Comment faire de la télémédecine un levier de la valeur et non un simple canal de consultation? Et un autre exemple auquel j'ai pensé en préparant ces webinaires, c'est le télésuivi, qui incarne pleinement le potentiel du numérique au service de la valeur. C'est un outil extrêmement puissant, à condition que l'on arrive à poser les bonnes questions. Quelles données mesurons-nous? Sont-elles utiles cliniquement? Sont-elles restituées aux soignants de façon claire et exploitable? Contribuent-elles à améliorer les résultats pour les patients? Le télésuivi peut faire gagner du temps, éviter les hospitalisations, renforcer l'autonomie, comme le montrent de nombreuses études, notamment dans les cardiaques. Mais pour assurer son utilisation à grande échelle, il doit être pensé comme un maillon du parcours Bali-Basel-Care et pas comme un gadget isolé. Le numérique n'est pas une solution en soi, mais un catalyseur puissant s'il est bien utilisé. Et dans le cadre du Bali-Basel-Care, les technologies doivent répondre aux exigences strictes. La gouvernance des données, la sécurité, l'interopérabilité, la traçabilité et le respect du consentement. Nous parlons souvent de mesurer les résultats. Et vous avez raison, car ce que l'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Mesurer la qualité ne suffit pas. Il faut mesurer les résultats qui comptent pour les patients. Nous connaissons la voie à suivre. La valeur pour les patients est vraiment notre boussole. Et je pense, et j'espère, que nous serons tous d'accord pour dire que nous commençons à mieux comprendre comment faire progresser nos systèmes de santé. Nous avons essayé de nombreuses choses, mais ce que nous comprenons de plus en plus, c'est que si nous voulons vraiment faire une différence, il faut penser cette transformation pas comme un processus multidisciplinaire. Il faut penser cette transformation comme un processus multidimensionnel, transversal et qui touche à toutes les composantes de nos organisations. C'est une démarche exigeante, bien sûr. Mais aujourd'hui, les preuves s'accumulent rapidement et cette approche se diffuse à travers le monde. Pour ma part, qui ai travaillé dans une dizaine de pays, ce que je vois, c'est que l'Evaluate Care n'est plus une théorie. C'est une réalité soutenue par un nombre croissant de données et d'expériences terrain. J'espère que cette session vous aura convaincu que la France pourrait devenir un leader dans la mise en œuvre de la mesure des résultats, y compris des résultats rapportés par les patients. Tout au long de cette présentation, je vous ai présenté des actions qui sont déjà en cours en France pour transformer ces systèmes. Et en ajoutant les bons outils et les bonnes connaissances, en posant les bonnes questions, nous serons vraiment en capacité de créer de la valeur pour les patients. Remettre la notion de la valeur au cœur du système permet de repenser l'organisation des soins, redéfinir les stratégies publiques et faire évoluer les modèles de paiement. Je vous invite à faire partie de ces mouvements. Et si vous avez des exemples, des initiatives, partagez-les nous.
nous nous engageons à les diffuser dans le monde entier. Parce que c'est en montrant ce qui fonctionne, en donnant envie, que l'on pourra passer d'un modèle de tension à un système de santé centré sur ce qui compte vraiment pour les patients. Nous voulons travailler avec vous tous pour accélérer ces transformations. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Maria, pour cette présentation et pour cette dynamique avec laquelle tu vas emporter, je suis certain, beaucoup de nos auditeurs. Et on va poursuivre la présentation et on posera les questions ensuite. Et il commence à y en avoir, dont un bravo. Donc c'est pas une question, c'est plutôt une affirmation. Donc là, on va donner la parole à Virginie Luce-Garnier, qui va aussi se présenter, hein, qui va nous rappeler qu'elle est présidente de la Société française pour la valeur en santé, et qui a aussi une expertise forte que nous allons partager. Et Virginie, nous allons partager la présentation ici et je passerai les différentes diapositives, comme on dit. Alors, Virginie. Alors, bonjour à tous. Merci, professeur Ayot, de m'avoir invité dans votre think tank numérique en santé. J'en suis très honorée. Alors, je vais commencer par me présenter moi aussi. Donc, moi, je suis médecin anesthésiste. J'ai toujours exercé à mi-temps. Et sur mon autre mi-temps, j'ai exercé depuis 2016 des fonctions de direction hospitalière. J'ai rencontré VBHC par hasard en 2018, comme Maria Belen d'ailleurs, à l'occasion d'une conférence européenne. J'étais je suis toujours à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je travaillais au siège de l'assistance publique Hôpitaux de Paris et je représentais la PHP dans un groupe de travail européen qui portait dont le nom est Learning in Value. Donc, et c'était un groupe sur Value-Based Healthcare. Et donc, j'ai découvert le concept à cette occasion. J'ai été immédiatement séduite. J'ai passé les 15 jours suivants à lire ce que je trouvais sur le sujet pour essayer de me documenter. Et donc, c'est un peu comme ça que je suis tombée dans le bain. Je porte ce sujet pour la PHP exclusivement depuis fin 2020, où c'est l'époque à laquelle j'ai pu me libérer de tous mes autres projets qui étaient pourtant intéressants, mais pour moi, Value-Based Healthcare est quand même c'est, je pense, une partie de la solution aux problèmes de nos systèmes de santé, et c'est pour ça que je tiens à porter ce concept. Et donc j'ai porter les initiatives Value-Based Healthcare de la PHP depuis fin 2020 avec plusieurs expériences, notamment en scénologie sur un site, puis avec une volonté d'étendre ce projet à l'ensemble des sites de scénologie de la PHP, et un autre projet en orthopédie sur prothèse totale de hanche et prothèse totale de genou qui fonctionne très bien sur un site, qui commence sur un autre et qui, je l'espère, va s'étendre au reste de la PHP également. Le résultat de mon expérience sur le sujet depuis 2018 et plutôt 2020, c'est que VBHC, mettre en place une démarche VBHC, c'est quelque chose de très long, qui demande beaucoup d'engagement. Et je vais concentrer ma présentation sur tous les obstacles que nous avons rencontrés sur le plan SI et comment les choses nous ont aidés, comment les outils SI ont pu nous aider aussi à les surmonter. Par ailleurs, depuis janvier 2024, je suis présidente fondatrice de la Société française de la valeur en santé VBHC. La société réunit des professionnels de santé issus de toutes les catégories, des médecins, mais aussi du personnel paramédical, des directeurs d'hôpitaux. Parmi nos adhérents, nous comptons des patients, des industriels, des représentants du public, du privé, également des éditeurs de logiciels SI, et puis évidemment des individuels qui sont convaincus par le sujet. Nous avons pour ambition de développer un modèle VBHC
adapté au contexte de la France, parce que les expériences internationales montrent quand même que il faut tenir compte du contexte dans lequel on se trouve pour arriver à déployer cette démarche avec succès, car elle est complexe. Nous sommes les interlocuteurs de certaines de nos tutelles. Nous travaillons en collaboration avec la HAS. Nous organisons des événements pour diffuser le concept. Notre première journée a eu lieu le 24 novembre 2024 et la prochaine aura lieu le 7 novembre 2025. Nous organiserons également des webinaires tous les 2 mois. Nous publions des articles et nous sommes en train de construire une offre de formation au sein de la société. Donc vous êtes évidemment les bienvenus pour nous rejoindre à la Société française de la valeur en santé. Alors, pour en revenir aux outils SI, moi j'ai concentré ma présentation et on va peut-être pouvoir passer à la slide suivante. Voilà, donc comme le disait, j'ai concentré ma présentation sur ce qui me semble être l'endroit où les outils SI peuvent rendre le plus de services, entre guillemets, à la démarche. Et là où les outils peuvent nous aider, c'est dans la mesure de la valeur. Comme l'a expliqué rapidement Maria Belen, la mesure de la valeur repose sur 2 types d'indicateurs. Des indicateurs cliniques, comme vous voyez à droite, qui sont les CROMS, Clinical Reported Outcome Measures, et qui sont celles dont on a l'habitude quand on travaille dans le milieu médical, dans le milieu de la santé, qui sont des résultats de biologie, de la radiologie, des choses qu'on pense d'ailleurs trouver dans les dossiers patients informatisés, mais en réalité, c'est pas forcément le cas. Et puis, eh bien, ce qui est un peu nouveau dans la vision de Porter et Teisberg, c'est de s'intéresser aux résultats du point de vue des patients. C'est à droite, c'est les Patient Reported Outcome Measures, parce que évidemment, la valeur des soins, c'est pas que, par exemple, si on parle de diabète, ramener la glycémie dans des ranges de normalité, c'est aussi permettre aux patients, du fait de cette amélioration de sa glycémie, d'avoir une meilleure qualité de vie. Et donc peut-être de pouvoir, par exemple, refaire du sport s'il en a envie, et étendre, enfin améliorer tout son relationnel aussi avec sa famille. Donc ça, c'est les PROMS. Les PROMS, on les recueille avec des questionnaires de qualité de vie qui sont standardisés, validés à l'international. Dans le processus de validation, il y a l'interrogation de patients pour s'assurer qu'on répond bien aux bonnes questions. Et les questions posées sont extrêmement concrètes. Par exemple, dans les questionnaires de qualité de vie qu'on pose aux patients qui sont opérés d'une prothèse totale de hanche ou de genou, on leur demande s'ils arrivent à mettre leurs chaussettes tout seuls, s'ils peuvent monter ou descendre les escaliers, s'ils peuvent faire leurs courses. Donc, ce sont des choses qui sont des questions extrêmement concrètes et pour autant standardisées afin d'être reproductibles d'une population à une autre. On va passer à la slide suivante. Donc, on découvre la première complexité SI, c'est que les CROMS, les indicateurs cliniques, viennent normalement du dossier patient informatisé. Les PROMS viennent des patients et les patients n'ont pas le droit d'écrire directement dans le dossier patient informatisé. Donc, autre subtilité, pour que les mesures PROMS soient fiables, elles ne doivent pas être recueillies par un professionnel de santé, puisque le fait que ce soit un professionnel de santé qui écrit sous la dictée du patient biaise les résultats. Donc, c'est bien le patient lui-même qui doit répondre aux questions. Et donc, PROMS et CROMS doivent finalement, à un moment, arriver au même endroit pour pouvoir être interprétés, alors à la fois pour le patient lui-même, mais aussi pour les équipes. D'abord pour le médecin qui suit le patient dans le cadre de la relation du médecin individuel médecin-patient, au sein de l'équipe pour voir comment on améliore la qualité de vie de plusieurs patients, et puis aussi pour pouvoir faire de la comparaison inter-équipe, d'où l'intérêt d'avoir des indicateurs qui sont standardisés. On va passer à la slide suivante. Donc, si on se concentre sur les PROMS, donc les indicateurs patients, alors ce que je vous présente là, c'est le fruit de notre expérience à PHP et qui confirme ce qui avait été vu déjà par nos voisins européens.
Et donc, les facteurs clés de succès pour assurer le retour, enfin le fait que les patients répondent au questionnaire de qualité de vie, c'est d'abord que les professionnels de santé leur disent à quel point c'est important pour eux. Donc là, pour le coup, c'est pas un outil SI qui va nous aider à faire ça. En revanche, les deuxièmes points qui sont mis en évidence dans la publication, dont vous avez la référence en dessous, c'est d'avoir un recueil en ligne qui nécessite une plateforme de recueil. Et donc, faire du value-based healthcare sans outil SI, c'est extrêmement compliqué. On se retrouve très vite en fait à l'âge de pierre et à ne pas pouvoir recueillir les indicateurs. Et enfin, la troisième condition, c'est d'avoir un système un peu agile avec des relances automatiques par mail, SMS, et puis quand ça suffit pas, par téléphone. On va passer à la suivante. Donc, là, je vous livre des constats très basiques, mais on a pu observer à la PHP des échecs cuisants dans nos retours de questionnaires de qualité de vie parce que parce qu'on n'avait tout simplement pas pensé à regarder de près, par exemple, la clarté du titre du mail qui était envoyé au patient. Si on ne met pas dans le mail qui est envoyé au patient le nom de l'hôpital, éventuellement le nom de sa pathologie, et qu'il n'a pas quelque chose qui montre que ce mail lui est vraiment destiné, le plus souvent, il ne l'ouvre pas. Donc déjà, le titre doit être extrêmement personnalisé, mais comme on veut généraliser cette démarche, on se heurte à devoir faire un compromis entre un titre personnalisé et un mail qui va pouvoir être réutilisé dans différents contextes. Donc le compromis n'est pas facile à faire, mais il faut y réfléchir. Donc parfois, le mail arrive dans les spams. Il faut évidemment bien expliquer au patient ce qu'on attend de lui dans le texte de l'accompagnement. Alors ça c'est extrêmement important, il faut pouvoir inscrire le patient en temps réel dans le dispositif, ce qui permet aux professionnels de santé de lui expliquer ce qu'on attend de lui en direct et en lui disant, bah là vous avez reçu par exemple le mail, il faut cliquer sur ce lien, c'est là que vous allez trouver le questionnaire de qualité de vie et que vous allez pouvoir répondre. Donc ça c'est extrêmement important. On va passer à la suivante. Alors évidemment, il faut que ensuite, mais ça ne compte que quand on a réussi à conduire le patient à se connecter à l'application. Donc la première étape, c'est vraiment qu'il se connecte à l'application. Si vous avez la meilleure application de la Terre mais que personne ne va dessus, ça ne sert à rien. Mais donc une fois que le patient s'est connecté, eh bien évidemment, il faut que l'application soit la plus ergonomique pour lui, et en particulier pour l'authentification. Avec là aussi une contrainte, c'est que comme on va analyser ces résultats au niveau individuel, on a besoin d'une authentification forte du patient, idéalement par France Connect, mais sinon avec 5 traits d'identité pour les patients qui n'ont pas France Connect. Nous sommes tous et toutes extrêmement sollicités pour utiliser des solutions SI et donc nous sommes tous et toutes d'ailleurs rapidement découragés s'il y a un nombre de clics trop important, donc il faut y penser. De plus en plus, nous répondons à ce type de questionnaire à la fois sur PC et sur téléphone. Donc, il faut absolument que l'interface permette les deux. C'est probablement quelque chose dont vous avez déjà connaissance. Les questions doivent s'enchaîner de façon fluide. Alors, évidemment, les éditeurs de logiciels vendent des applications très marketé avec des badges, avec des récompenses. Est-ce que vraiment ça a une importance? Il faudrait faire une recherche là-dessus. Je n'en sais rien. Moi, j'ai l'impression que ce qui vraiment conduit les patients à répondre, c'est l'engagement des professionnels et l'utilisation facile et ergonomique de l'outil, et pas tellement son aspect. On va passer à la suivante. Et encore la suivante. Le pendant de l'utilisation par les patients de l'outil, c'est l'utilisation par les professionnels. Si les professionnels n'inscrivent pas les patients dans l'outil, évidemment, ceux-ci ne pourront pas répondre. Donc, et nos professionnels de santé ne sont pas des informaticiens ou rompus, en tout cas, à l'utilisation des outils numériques. Donc, il faut que ce soit extrêmement facile. La première étape, c'est d'identifier la personne qui inscrit les patients. Alors là où les personnes, la fonction, mais enfin, il faut que ce soit la mission de quelqu'un. Ça ne dépend pas des outils SI. Et ensuite, il faut un processus simple pour que ces personnes ne soient pas perdues quand elles inscrivent les patients. Sinon, au bout de 2 patients, elles vont arrêter. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas leur métier, que leur métier, c'est de s'occuper des patients et de prodiguer du soin, mais que l'inscription dans un outil SI, certes, ils peuvent en concevoir l'utilité, mais ils ne le feront pas si ce n'est pas facile. On va passer à la suivante.
L'identification des patients, on en a parlé. Le message clé, c'est qu'elle doit être au maximum faite par les professionnels, puisque sinon les patients ne vont pas faire l'effort, eux, d'aller faire quelque chose pour rendre service à l'hôpital. Il faut qu'on les aide au maximum. Et donc, la fausse bonne idée, c'est de dire aux patients de rentrer son NIP. D'abord, ça induit des erreurs de recopiage. Et en plus, c'est extrêmement difficile pour eux de s'intéresser à ça. On va passer à la suivante. Alors, ce dont on s'est rendu compte en travaillant avec plusieurs prestataires à l'AP-HP, on en a 5 différents, c'est que ce qui leur pose systématiquement problème, c'est que dans la mesure des résultats Value-Based Healthcare, les questionnaires doivent être envoyés à partir d'une date d'événement index qui marque le début de la prise en charge. Ça peut être une chirurgie, ça peut être le début d'un traitement, mais cette date est en général différente du moment de la date à laquelle on inscrit le patient dans le dispositif. Ça implique pour nos prestataires la gestion de 2 dates différentes et manifestement, ça leur pose des problèmes car aucun d'entre eux n'a réussi à gérer ça de façon rapide et simple dès la première fois. Il a fallu à chaque fois plusieurs essais. Par ailleurs, il faut prévoir aussi la possibilité qu'un patient puisse changer de parcours et puis il faut prévoir des systèmes de rattrapage quand un patient passe d'un parcours à l'autre, quand il y a des doublons, quand il fait plusieurs parcours en simultané, etc. On va passer à la suivante. Ça, c'est un exemple de thésaurus Value-Based Healthcare. C'est pour vous montrer à quelle temporalité par rapport à l'événement index les questionnaires sont envoyés. On ne va pas lire cette slide, mais c'est extrêmement précis. Ça ne se fait pas, on ne remplit pas un questionnaire quand on a envie, on remplit quand il faut le remplir. On va passer à la suivante. Alors, le problème qu'on a quand on veut suivre les résultats des patients, c'est qu'on se heurte très rapidement à mesurer le taux de retour des patients. Or, quand on parle aux prestataires de logiciels, enfin aux prestataires d'outils de recueil de PROMS, ce qu'ils ont intuitivement en tête quand on leur parle de questionnaires envoyés aux patients, c'est TripAdvisor et Google. Or, ces entreprises ne mesurent pas leur taux de retour. Et donc, pour la petite histoire, à la PHP, lors du travail avec le premier prestataire, nous n'avions pas prévu de tableau de mesure du taux de retour des questionnaires parce que pour nous, c'était évident qu'il en fallait un et pour le prestataire, c'était évident qu'il n'en fallait pas. Et donc, il a fallu rattraper le coup après parce qu'on ne l'avait pas mis dans le cahier des charges. On va passer à la slide suivante. L'analyse des résultats, donc la suivante. Donc, la complexité à la PHP, c'est nous avons plusieurs pathologies qui sont suivies dans le cadre de démarches VBHC et nous avons plusieurs hôpitaux. Et donc, nous avons plusieurs prestataires de recueil de PROMS et le seul endroit où on peut récupérer toutes les données, c'est l'entrepôt de données de santé. Et donc, il va falloir un peu organiser tout ça, urbaniser tout ça, pour ne pas se retrouver avec une jungle de prestataires, des données recueillies, certes sous forme structurée, mais avec un dictionnaire de données différent par prestataire, et donc tout ça s'organise. Donc, nous avons construit un dictionnaire de données que nous imposons à nos prestataires. C'est nous qui décidons quel est le dictionnaire de données qu'ils vont utiliser, parce que sinon ça nous impose un mapping qui peut être long et fastidieux. Et nous imposons également l'identification des patients. On va passer à la suivante. Alors, notre objectif aussi à la PHP, qui est un établissement universitaire, c'est de pouvoir utiliser ces données à la fois pour améliorer les parcours de soins d'une manière générale, mais aussi pour faire de la publication. Et dans les 2 objectifs, de toute façon, nous devons rester propriétaires de nos données. Or, dans la loi actuelle, il y a un flou qui nous pose beaucoup de soucis. La donnée non anonymisée appartient au patient, éventuellement à l'équipe de professionnels de santé s'il la lui cède, mais les données, une fois anonymisées et retraitées, appartiennent à celui qui a fait l'anonymisation et le retraitement. Et donc ça, c'est un problème pour nous puisque nous ne souhaitons pas que nos données soient utilisées, éventuellement vendues, enfin les données recueillies à la PHP soient utilisées et éventuellement vendues par le tiers que nous chargeons de les recueillir.
Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut être prudent et nous mettons dans nos contrats maintenant avec les prestataires une clause sur la propriété des données. Je vous ai mis un exemple en bas de ce qu'a fait en bas de la slide. C'est la slide de titre d'une présentation qui a été réalisée par notre équipe d'orthopédie de Lariboisière qui travaille sur la prothèse totale de genou. Ce travail a été réalisé moins d'1 an après le début du recueil et donc très très rapidement, les équipes s'emparent des données recueillies pour les analyser. Alors là, il y a une partie publication, mais il y a aussi une partie amélioration des parcours et décision et choix de la technique qui sera proposée, technique opératoire qui sera proposée aux patients en fonction des résultats observés chez les patients qui ont déjà répondu. On va passer à la suivante. Pour pouvoir, alors on a parlé beaucoup des PROMS, il est indispensable d'associer les indicateurs patients et les indicateurs cliniques. Si on n'a pas les indicateurs cliniques, en fait, on ne sait pas de quel parcours a bénéficié le patient. Donc, l'association des deux est indispensable et elle doit se faire au niveau individuel. Comme je vous ai dit, donc, le dictionnaire de données, il doit appartenir à l'établissement qui va utiliser les données. Et donc, il faut bien définir la base de données dans laquelle on va les mettre. On va passer à la suivante. Bon, donc, comme je vous en ai parlé un peu rapidement, il y a plusieurs usages différents de ces données. Et donc, il faut bien réfléchir à comment on va les restituer en fonction des usages. Donc, par exemple, dans le dossier patient informatisé, quand on va faire une restitution au médecin, directement sur son application de recueil de PROMS, peut-être, quand on va faire une restitution au patient, sous forme de base de données, quand on va faire une analyse de cohorte, soit par le service lui-même, enfin par l'équipe elle-même, parce que Maria-Bélène a bien précisé que ce n'était pas un service, en fait, hein, c'est l'équipe en charge du parcours de soins, soit quand plusieurs équipes collaborent pour faire de la comparaison inter-équipe. Et donc, la meilleure solution, c'est d'utiliser des thésaurus d'indicateurs qui sont déjà validés à l'international. Alors, l'avantage d'être en retard, c'est que d'autres ont déjà travaillé avant nous. Et donc, ICHOM est un organisme international fondé par Porter et Theisberg. Donc, Theisberg était longtemps la présidente, qui produit des thésaurus d'indicateurs de résultats. Et si vous souhaitez vous lancer dans cette démarche, je vous engage à commencer par regarder si ICHOM n'a pas le thésaurus qui correspond à ce que vous voulez faire. On va passer à la suivante. Et voilà. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez me contacter directement sur mon mail professionnel à la PHP ou vous pouvez vous inscrire, vous adhérer à la Société française de la valeur en santé du VBHC et nous nous ferons de toute façon un plaisir de répondre à vos interrogations sur le sujet. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Virginie. On va maintenant passer au temps d'échange. Merci d'avoir tenu le temps toutes les deux, parce que ça permet d'avoir un temps d'échange suffisant et de qualité. Alors, il y a je regarde les questions en parallèle, donc vous pouvez poser vos questions ou faire vos remarques sur voilà, question-réponse qui est à votre disposition. Et en attendant d'avoir quelques questions, moi j'en aurai une ou deux, bien sûr. Donc je me permets de commencer puisque je monopolise la parole, ce qui n'est pas bien, mais une question pour Maria-Bélène. Concernant l'acquisition de la bonne culture numérique, un terme que tu as employé, qui s'applique à la fois aux soignants, aux professionnels qui entourent le soin et les patients, et qui s'applique également aux patients. Est-ce que, pour que les outils soient utilisés au mieux et que les indicateurs soient recueillis au mieux, est-ce qu'il est envisagé dans cette démarche d'intégrer dans le terme que j'emploierais dans l'éducation thérapeutique ou l'éducation à la santé, une éducation au numérique, pour que, je parle du côté peut-être des patients, est-ce que c'est envisagé pour que on puisse avoir des données qui soient les plus utilisables possibles? Maurice, pour répondre à ta question, je vais prendre en fait des exemples d'application et d'implémentation du Value-Based Care
En fait, si on doit enseigner à un patient à utiliser une application, c'est qu'elle est mal faite. Parce qu'on est en train de donner une information qui n'est pas pensée pour les patients, pour l'utilisateur, pour qu'il puisse vraiment savoir à quoi ça doit répondre. Donc, si déjà il y a un moment qui doit être passé à la formation, de vraiment des... qu'est-ce que ça lui permet à lui d'être dans l'état de son soin qui est correct, c'est que, une, on n'est pas en train de répondre à une question que les patients ont réellement, et deux, que l'utilisation, la technologie comme ça, l'outil, n'est pas pensé pour les patients. D'accord. Donc ça sert parce que, pour parler d'un exemple que moi, franchement, je trouve admirable, c'est une clinique en Allemagne qui s'appelle la Martini Clinic, qui, eux, ils ont commencé avec leur démarche Valley Basal Care dans le début des années 2000. Donc, à l'époque, ils envoyaient des lettres par la poste, tous les ans, aux patients, mais par la poste, hein, et ils avaient un taux de réponse de 75%. Quand ils ont passé vers des outils numériques, ils sont passés à un taux de réponse de 80%. Donc, finalement, la compréhension de pourquoi il faut répondre à ces questionnaires, et savoir en fait qu'on répond et tout, c'est pas l'outil qui doit avoir une formation en tant que tel, c'est poser les bonnes questions. Merci pour ta réponse. Alors maintenant, c'est à Virginie, avant de laisser la parole plus largement. Ce que nous a bien présenté Maria, c'est le concept, le résultat patient sur les ressources utilisées. Mm. Et donc là, on a bien vu tous les outils et toutes les conditions de réussite finalement dans ces outils, et comment une équipe de soins utilise à la fois les prompts et les moyens, les ressources que l'équipe met en face pour pouvoir accompagner les personnes. Est-ce que dans les équipes à la PHP, il y a cette dimension? Nous avons mis des moyens pour pouvoir accompagner la personne et on compare les deux, puisque j'ai bien compris que la valeur patient, c'est un rapport entre les résultats et les ressources, si j'ai bien suivi ce qu'a dit Maria tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on Alors, utilise ça? Comment on fait pour savoir on a mis tant de ressources? alors, en fait, enfin, la ressource, elle peut être alors déjà, le résultat n'est pas en euros. Parce que savoir combien ça rapporte d'euros de monter un étage, personne ne sait. Donc le résultat, on ne peut pas le mesurer en euros. Nous, ça nous semble un peu étrange, du coup, de mesurer les ressources en euros, les ressources engagées en euros, puisque ça serait diviser des choux par des carottes. Donc, on a une approche du résultat qui est très centrée sur justement l'interprétation du résultat, son amélioration par le travail des équipes. Et on a une approche de l'engagement des ressources qui est très qualitative et qui est-ce que si je modifie le parcours d'une certaine manière, sans mesurer le coût en euros, qu'est-ce que ça fait sur le résultat patient? Si j'ai un kiné qui, par exemple, au lieu d'intervenir à 3 jours de la chirurgie, intervient le jour même, est-ce que ça change quelque chose? Si, par exemple, j'ai une coordonnatrice de parcours qui va organiser complètement le parcours du patient, et donc éviter qu'il rate des rendez-vous, permettre qu'il ait bien toutes les thérapeutiques à tous les moments prévus, et ça, dans Cancéro, par exemple, c'est extrêmement important, qu'il n'y ait pas de raté, de reprise de retard. Comment est-ce que ça améliore le parcours? Et donc, comme on est sur une approche qualitative du résultat, nous sommes sur une approche qualitative de la ressource engagée, parce qu'on ne veut pas diviser des choux par des carottes. Voilà. Merci pour la réponse qui est très claire. Je vais finir par une dernière question avant de. Je vois qu'il y a une main qui se lève et certainement des remarques. Vous présentez l'intérêt de la valeur des soins pour la santé, pour les patients. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont proposés aux soignants? Parce que la valeur du soin pour les patients, on l'entend, et pour les soignants. J'entends par là les ressources que mettent, alors j'entends ressources aussi non pas en euros, mais peut-être en moyens, en qualité, etc. Les soignants peuvent être dans des situations effectivement de perception de difficultés, d'échecs, de réussite, de satisfaction, et on voit beaucoup de nos collègues qui finalement perdent beaucoup d'énergie
et voire peuvent avoir des conséquences sur leur santé. Alors, est-ce qu'il y a des démarches pour évaluer la valeur pour le professionnel de santé? Alors, c'est à toutes les deux. Je ne sais pas si elle est bonne, cette question, mais c'est celle que je me suis posée en réfléchissant à ce qu'on allait dire ce soir. Alors, moi, je peux répondre pour la PHP. À la PHP, nous n'avons pas mis en place de façon systématique de mesure de la qualité de vie au travail, hein, puisque c'est de ça qu'on parle, hein, des professionnels de santé dans le cadre de la démarche VBHC. En revanche, c'est un projet de recherche de nos équipes. C'est aussi un des critères d'évaluation. Mais pour l'instant, nous n'avons pas prévu de le faire en routine comme le recueil de résultats auprès du patient. Bien sûr, ça serait intéressant. Bien sûr, c'est une dimension du soin. Et il y a d'ailleurs des études déjà publiées qui montrent que rentrer dans une démarche value-based care augmente très notablement la qualité de vie au travail et la satisfaction des professionnels de santé et diminue le turnover. Je ne sais pas si tu veux compléter, Maria-Bélène, pour tu connais compléter, probablement mieux que moi oui, c'est ça que j'étais en train de penser par rapport à justement aux exemples qu'il y a en international. Et j'ai deux exemples qui me viennent en tête très rapidement. Donc, la clinique dont j'ai parlé tout à l'heure, ou pour donner un exemple sur une équipe de plus de 100 personnes, en fait, vraiment tous dédiés au cancer de la prostate, il y a une personne qui est partie en 15 ans. Donc, pour voir en fait les taux de rétention des équipes, de satisfaction, l'engagement même, on va dire, un point de vue des publications scientifiques, un endroit d'excellence. Et j'ai un autre exemple aussi, c'est une clinique Cincinnati qui travaille dans tout ce qui est les troubles du comportement compulsif chez les enfants. Donc, du coup, qui ont mis en place une démarche Value-Based Care très, on va dire, très pragmatique avec un questionnaire qu'ils ont réduit à 2 questions. Donc, les patients y répondaient en 1 minute avant la consultation. Est-ce que la maladie m'empêche de jouer avec mes amis, d'aller à l'école? Voilà, c'était vraiment à une échelle visuelle pour les patients. Et ils ont commencé ça il y a 10 ans. Ils étaient 10 personnes dans l'équipe. Là, maintenant, en 2024, bon, du coup, la dernière fois que que j'ai parlé avec eux, ils étaient passés à 100 personnes dans l'équipe, avec les personnes du début qui étaient très engagées et vraiment une prise en charge améliorée finalement des patients. Et pour répondre du coup à cette notion des coûts, toujours, c'est finalement comment on mesure les turnover des équipes. C'est une question de dire tout l'investissement qui inclut de ramener quelqu'un d'autre. Et avec cette notion des patients, aussi de la prise en charge des Cincinnati pour les patients avec troubles comportementaux, c'était en moyenne 20 sessions. En mettant en place cette démarche Value-Based Care, en comprenant réellement qu'est-ce qui se passe dans la prise en charge, en posant les bonnes questions, hein, c'est toujours ça, ils ont passé à une moyenne de 10 consultations par patient. Donc, ils ont diminué le nombre de patients, ce qui leur a permis d'absorber plus de patients qui étaient en difficulté, avec une taux aussi des patients qui venaient en consultation. Donc, ils avaient un pourcentage de 30% des patients qui ne se présentaient pas. Ils ont passé à un pourcentage de 6 patients. Donc, finalement, c'est toutes ces choses-là qui créent aussi c'est d'éviter les ressources qui finalement sont évitables. Voilà. Merci. Alors, il y avait une main qui s'était levée, c'était Marie-Pascale. Alors, je ne sais pas si Marie-Pascale veut parler. Je vais quand même permettre à Marie-Pascale de parler avant de donner la parole à Pierre, qui aura des remarques certainement. Marie-Pascale, est-ce que... Le son, Oui, réactiver le son, c'est OK? c'est OK, ça marche. Donc, bonjour. Je préfère prendre la parole parce que voilà, j'ai plein d'idées qui se bousculent dans ma tête. Je parle de chez moi, c'est-à-dire ma pratique de pneumologue libéral en cabinet de ville. Je me dis que même si ça a l'air super intéressant, il y a toute une partie de ma patientèle qui sont les électronistes qui sont exclus de ce système, de cette évaluation que vous mettez en place. Voilà. C'était une première remarque. Une deuxième remarque, c'était de dire, ça a l'air déjà très compliqué de mettre en place au niveau de la PHP, mais pour nous, médecine libérale, qui sommes la majorité de la prise en charge des patients, voilà, j'arrive pas à me projeter dedans. Donc, c'était aussi une remarque. Et puis après, je me dis, quand les patients définissent leurs valeurs, des fois,
elles sont pas en accord avec nos recommandations de nos sociétés savantes. Et c'est peut-être pas facile de faire concorder les deux. Euh, voilà, donc c'était une autre remarque. Donc j'ai bien compris après que ces valeurs sont évolutives dans le temps, parce que nos passions, ils évoluent dans le temps, et je me dis que, après, je l'ai compris, je crois, dans la deuxième présentation, ce que vous définissez comme point d'entrée, c'est l'événement qui fait rentrer le patient dans un service ou dans une prise en charge. Donc, de fait, ça devient évolutif dans le temps. Et je me suis posée en dernière question en me disant, par exemple, si la valeur que met le patient, c'est je veux être capable de décider de ma fin de vie en temps voulu avec ce cancer-là, et que c'est pas possible. Est-ce que vous vous êtes posé cette question, et comment, voilà, comment vous pouvez envisager d'y répondre? C'est pas possible parce que la loi ne le permet pas actuellement. Voilà, j'ai fini de mes remarques bazar, mais Merci j'avais Marie-Claire. envie. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les remarques dans les quelques minutes qui nous restent, mais je suis sûr que les intervenants pourront aussi vous répondre individuellement par la suite. Mais si vous avez une remarque, Maria ou Virginie. Virginie, comme elle a un peu de temps, Alors, je te laisse, oui. oui. Bon, je vais faire 1 minute et demie, comme ça il te restera 1 minute et demie, Maria. Donc, sur votre première remarque sur l'illettrisme, alors c'est rigolo parce que à chaque fois que j'ai présenté Value Based Healthcare dans certaines équipes de la PHP, les gens m'ont dit, enfin les collègues, hein, les confrères m'ont dit, ah non, mais nous, pour nos patients, ça va être difficile. Alors les dames qui ont un cancer du sein, bah, ça va être difficile pour elles parce que au moment où on leur propose d'intégrer le dispositif Value Based Healthcare, elles viennent d'apprendre qu'elles ont un cancer du sein, donc c'est trop dur pour elles. Les patients qui sont opérés de prothèse totale de hanche et de genou à la PHP, c'est des patients qui sont extrêmement âgés, c'est difficile, jamais ils vont y arriver. Et puis après, alors je suis allée voir les psychiatres sur anxiété-dépression. Ah bah oui, mais alors nos patients, c'est des dépressifs, c'est terrible pour eux. Et en réalité, bien que ce soit vrai, tout ça c'est vrai. Nos patients répondent aux questions répondent aux questionnaires et font l'effort d'aller sur l'outil numérique à partir du moment où on leur a expliqué pourquoi c'était important. Et sur cette histoire d'outils numériques, je vais rajouter une chose, c'est que pendant le Covid, il y a eu un dispositif de suivi à domicile qui a été porté en partie par la PHP qui s'appelait Covidom. Dans ce dispositif-là, on demandait aux patients, exactement comme dans un dispositif VBHC, de répondre à des questionnaires, des questionnaires en ligne. Alors, c'était pas des questionnaires de qualité de vie. Même les patients les plus précaires y répondaient. Parce que, en fait, maintenant, quasiment tout le monde a un téléphone portable. Et à partir du moment où les gens considèrent que c'est important, ils le font. Alors, bien sûr, on va rater peut-être 5%, mais les meilleures équipes arrivent à un taux de retour de l'ordre, comme le disait Maria Belen, de 80%, ce qui montre bien qu'on arrive en convainquant les patients à les embarquer dans le système. Et je ne vais pas aller plus loin, même si j'ai plein d'autres plein d'autres réponses à vos questions pour laisser de la place pour Maria Belen. Alors, peut-être une remarque et on donnera la parole à Thierry Moulin ensuite pour qu'il puisse s'exprimer et une conclusion de Pierre. Sinon, on n'aura pas fait le tour. Maria. Mais dans ces cas-là, bah, moi, je peux rester après 20h30 ou répondre plus tard si besoin, mais je ne veux pas mettre en retard s'il y a des personnes qui... Alors Thierry Moulin, veux-tu euh, poser ta question ou faire ta remarque? Oui, merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant parce que finalement, on voit que le modèle français essaye d'évoluer là-dedans à partir des réseaux, des parcours de soins et puis des dispositifs d'aide à la coordination. On voit bien qu'on a une tendance là, un glissement. Et ce qui est important, c'est de voir quand même que là, on va vraiment du côté des patients et avec Pierre, et Pierre nous avait déjà proposé de discuter des choix discrets des patients, qui est aussi un élément important dans le cas des PROMS, quoi, finalement, ça revient un peu au même. Moi, j'ai été quand même surpris dans votre présentation, euh, madame, c'est Madame Luce, voilà, c'est ça, sur le fait que c'est le patient lui-même qui doit répondre et pas le proxy,
Et donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque, comme moi, on s'adresse à des patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral et dont on n'est pas du tout certain de, de la, enfin, de leur degré de perception de l'ensemble du système. C'est-à-dire que à ce moment-là, est-ce qu'on doit exclure de ces dispositifs les patients pour lesquels on n'aura pas un consentement libre, éclairé, totalement enfin, totalement certain que la décision et la réflexion a été faite par le patient. Euh, et autrement dit, est-ce que le proxy est aussi toxique que ça? Et puis deuxièmement, alors vous vous dites que c'est des prestataires. Alors moi, je trouve que ce que vous proposez, c'est finalement tout du travail d'assistant de recherche clinique ou en tout cas d'infirmière clinicienne qui pourrait être attaché à des dispositifs comme les CPTS ou dans les établissements, de façon à ce que cette valeur prestataire soit quand même aussi contrôlée, parce que derrière, on a quand même un problème de financement. Il ne faudra pas se cacher le fait que, donc si on veut avoir un retour sur un financement vertueux, bah, c'est peut-être aux établissements eux-mêmes ou aux groupements de CPTS que de s'armer avec des professionnels qui vont être formés pour pouvoir aller faire justement ce recueil de manière indépendante. Ils vont le faire indépendante des cliniciens qui l'ont pris en charge, si j'ai bien compris. Mais pourquoi à ce moment-là avoir un prestataire et avoir une organisation où on voit un tiers qui apparaît et qui est complètement détaché et qui fait que bah, finalement, vous savez ben voilà, vous allez. Enfin, moi, ça m'embête un peu dans un modèle de financement où on aurait plutôt un financement qui serait plus à une valorisation sur un parcours et une efficience de parcours. C'est-à-dire ce que propose la HAS, hein, de faire des financements à la qualité et à l'efficience des soins. Et on pourrait envisager des prompts pour pouvoir renforcer ces éléments. Mais pourquoi pas le faire dans un modèle qui serait, disons, un peu plus vertueux que. Alors, je vais je vais sur des œufs, hein, parce que entre le privé, le public, les machins, mais mon cœur balance quand même nettement vers le public par rapport au privé. Donc voilà les quelques commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le patient qui est cérébralisé, quoi? Peut-être Maria-Hélène? Si, je peux répondre en fonction Ah, oui, à cause du temps. En fait, comme on parlait, c'est vraiment une condition médicale. Et c'est-à-dire pourquoi on parle de cette notion de condition médicale et pas de pathologie? Parce qu'on va déterminer un groupe de patients qui ont des besoins similaires dans la prise en charge. Donc, j'utilise toujours l'exemple de la grossesse. Une grossesse, voilà, il a une série un moment qu'on définit début, un moment qu'on définit fin. Mais une grossesse d'une personne qui a un diabète type 1, elle a besoin de différentes choses et du coup des questionnaires qui vont être différents que la personne qui a une grossesse normale. Et encore, une troisième condition médicale, c'est la grossesse d'une personne qui fait un diabète gestationnel, où j'aurai besoin d'un suivi qui aura besoin des autres personnes, des autres éléments et surtout des indicateurs dans un autre temps. Donc, est-ce que la personne elle a développé du diabète type 2 10 ans après la diabète gestationnel? Parce qu'on sait que c'est vraiment un élément qui arrive clé. Qu'est-ce qui se passe avec les patients qui font un AVC? Les moments, en fait, la prise en charge dans les moments qu'il peut arriver pour ces patients, de dire ces questions-là, elles doivent arriver au jour 1, jour 10, jour 360. C'est les temps qu'on met entre le début finalement d'une condition médicale et la fin de cette mesure-là, pour identifier si finalement le fait qu'il y a eu comment dire, les AVC qui a eu lieu, est-ce que la personne elle a récupéré? Donc, est-ce qu'elle a eu une bonne coordination au moment de la réhabilitation? Est-ce qu'il y a eu, dans ces moments de vulnérabilité, un respect aussi pour la personne? Donc, finalement, les proches aidants, ils peuvent répondre parce que la santé des proches aidants, il impacte aussi la prise en charge de ces patients. On sait très bien qu'un proche aidant qui est impliqué dans la prise en charge d'une personne qui a un AVC permet une meilleure récupération. Et du coup, en fait, quand on commence à penser parcours patient et tous les éléments qui rentrent dans ces parcours patients et tout ce qu'on appelle les gaps in care, donc tous les endroits où finalement les soins, comme on dit, il est parfait au moment qu'il est dans un silo, mais c'est entre les silos que les soins, en fait, ils se perdent la valeur, c'est qu'on commence à connecter ces points-là. On voit c'est qui les personnes finalement qui sont en capacité de créer cette valeur et de communiquer, créer ces liens avec les patients.
Donc, pour répondre à ça, oui, je pense que finalement en France, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec l'MSP, les CPTS, et les ROSP pour les médecins, etc. En fait, les ressources, il y en a. Et pour donner un exemple, moi, c'est toujours un chiffre qui me vient en tête. On le sait tous, 12% du PIB pour la dépense en santé. 30%, c'est montré, 30% c'est du gaspillage. Donc, c'est des avoidable spendings. Si ça, on prend en compte, c'est l'équivalent du PIB du Portugal. Donc, c'est en fait gigantesque. Et quand on commence juste à bien orienter comment on fait les soins là, les ressources pour financer tout ça, ils existent. C'est juste qu'on ne pense pas parcours, on pense toujours silo. Et je pense que j'avais mentionné cette notion de comment on commence à travailler ensemble. Et quand Virginie, elle parlait finalement des prestataires, c'est ceux qui définissent le logiciel parce que les passages à l'échelle, de passer à l'échelle de je l'ai fait dans mon cabinet, comme elle disait Madame Marie-Pascale, je n'ai pas son nom de famille, j'ai juste noté les prénoms. Comment on le fait finalement si on est en libéral en ville où il y a les plus de personnes? On peut le faire à notre échelle toute petite avec quelques patients, mais on ne peut pas absorber la charge de beaucoup de patients. Et les exemples dans le monde, par exemple pour la prise en charge du diabète type 1, c'est un cas qui est extraordinaire, c'est parti des deux médecins qui ont dit on n'aime pas la prise en charge qu'on fait à l'hôpital parce qu'on n'arrive pas à donner aux patients ce qu'ils ont besoin réellement. Un exemple très simple, c'est ils ont besoin d'un soutien psychologique pour les parents. Parce que quand il y a le diagnostic du diabète type 1, les parents sont submergés et psychologiquement, ils n'arrivent pas toujours à absorber. Les taux de séparation des parents qui sont en train de gérer des enfants de diabète type 1, elle est importante, etc., etc. Donc, ils ont dit, comment on fait pour financer, dans un modèle de rémunération qui ne finance pas ça, finalement, cette prise en charge, on va dire, complète du patient. Et ils ont passé du temps à dire, OK, bah, nous, on part des pas ce que le système fait, qu'est-ce qu'on veut donner comme soin à nos patients? On va décrire les parcours, à quel moment on doit interagir, c'est quoi les indicateurs qu'on va suivre, comment on va communiquer avec les parcours, on a besoin du nutritionniste, de l'infirmière, des titi, ta, 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 ta. Et au fur et à mesure du temps, parce que c'est une expérience qui existe depuis déjà 10 ans, hein, et là, même on commence à voir les résultats économiques et les retombées économiques de ces modèles-là qui étaient mis en place, c'est aux Pays-Bas. Les faits que les patients ils sont mieux pris en charge, bah, en fait, ça fait qu'il y a plus de patients qui viennent aussi à cette clinique. Et finalement, c'est devenu une clinique spécialisée, ultra spécialisée dans la gestion du diabète type 1. Dans le fait de dire, OK, on commence à inclure les personnes qui sont nécessaires pour cette prise en charge-là. Donc, c'est un peu pour répondre à la remarque de comment si on les met en place en libéral en ville. Bah, déjà, il faut se poser la question, pour quel groupe de patients qui ont les mêmes besoins, je peux commencer à identifier les actions en longitudinal qui ont finalement les conseils ou les soins que j'apporte et comment j'accompagne cette démarche. C'était un peu longue la réponse. Mais Mais ça montre qu'il y a des éléments de réponse qui ont fait l'objet de travaux précédents. Je crois que c'est important et d'expérience, et donc ça veut dire que ces expériences-là, il faut s'appuyer dessus. Donc Pierre, tu as posé des questions. Alors, en général, avec les statisticiens, tu commences avec des questions et tu ressors avec plus de questions que de réponses. C'est pareil avec les philosophes, mais est-ce que avec Maria et Virginie, c'est la même chose? Alors, je ferai une conclusion parce que je crois qu'il est déjà dépassé de 10 minutes notre temps de webinaire. Moi, je voulais vous remercier toutes les deux, euh, Maria Bélène et puis Virginie, de ce que vous nous avez apporté comme connaissances nouvelles. Alors, bien sûr, on n'a pas parlé des parcours de soins hybrides, des soins à distance, puisque c'était le titre un petit peu de ce webinaire. Et je vais vous dire ce que j'ai compris. Euh, Quand vous définissez la valeur comme étant le rapport entre les résultats et les ressources, Virginie nous a dit, c'est pas des zéros les ressources, mais pour nous, en télémédecine, ce sont des organisations professionnelles. Et je pense que lorsqu'on parle d'un parcours de soins hybrides, alternant des soins distanciels, des soins présentiels, si on veut qu'il y ait une évaluation de la valeur avec des résultats qui soient reconnus, il faut que nous travaillions sur les organisations. Et vous l'avez très bien dit à un moment donné, vous venez de le dire, euh, par exemple, le parcours de soins hybride d'un patient diabétique, c'est environ 15 professionnels de santé
qui interviennent dans un parcours. Moi, je suis néphrologue. Dans le parcours de la maladie rénale chronique, c'est également une quinzaine de professionnels de santé qui interviennent. Donc, on voit bien que si on veut satisfaire les patients, qui, à travers les PROMS, puissent nous dire exactement comment ils ont vécu le soin qui leur a été donné par ces équipes pluriprofessionnelles, eh bien, il faut que nous travaillions sur les organisations. Et peut-être la dernière chose que j'ai compris, c'est peut-être cela qu'il faut qu'on corrige en France, c'est qu'il ne faut pas travailler en silo. Et dans le domaine de la télémédecine, on fait actuellement une approche en silo. On parle de la téléconsultation, de la téléexpertise, du télésoin, de la télésurveillance, alors qu'avec Thierry, nous avons écrit, si Thierry s'en rappelle, que nous sommes pour des pratiques combinées dans un parcours de soins hybrides et qu'il faut arrêter de faire cette approche en silo. Et peut-être que notre faiblesse en France, c'est de dire que l'on peut faire des pratiques à distance avec une rémunération à l'acte. Et donc, en fait, aujourd'hui, en prenant l'exemple sur lequel je suis en train de travailler pour la réforme du système de santé en Australie, eh bien, ils vont probablement abandonner l'approche par la rémunération à l'acte et plutôt parler, comme vous l'avez dit à un moment donné, disons de parler de parcours de soins ou de séquences de soins, comme ça avait été évoqué dans l'article 51, disons, en France. Écoutez, merci beaucoup, hein. Moi, je suis ravi de cette soirée. Je trouve que vous avez apporté pour nous de l'oxygène un petit peu dans nos sujets, disons, concernant la télésanté et les parcours de soins hybrides. Et on sera certainement amené à vous recontacter, à vous demander de nous aider à cheminer en quelque sorte dans cette nouvelle façon d'évaluer la valeur des soins chez les patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt pour les échanges qui vont se créer à partir d'aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à présent. Virginie, Maria-Bélène, bonne soirée à tous. Voilà. Et à vous. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.